Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous? Maintenant, éteignez les lumières, montez le volume, car l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui recèle un secret qui ne devrait jamais être révélé. Le château de Vauclair se dressait au sommet d'une colline rocheuse dans la campagne française, entourée de forêts denses et ancestrales où le soleil peinait à atteindre le sol. De loin, sa silhouette paraissait majestueuse, mais de près, il révélait des murs noircis par le temps, des tours tordues et d'étroites fenêtres, telles des fentes d'yeux guettant quiconque oserait s'approcher. Dans le village au pied de la colline, personne ne prononçait le nom du château après le coucher du soleil. Même les plus anciens habitants, habitués aux légendes et aux superstitions, baissaient la voix quand le sujet était abordé. Des récits de banquets somptueux, d'invités de marque et de nuits inoubliables circulaient depuis des décennies. Mais un détail demeurait immuable. Certains invités ne revenaient jamais. Sophie Laurent, une jeune journaliste parisienne, arriva au village par un après-midi pluvieux d'automne. Elle portait avec elle un appareil photo, un magnétophone et une vieille lettre héritée de sa grand-mère. La lettre évoquait une femme de la famille qui, dans les années 1950, avait reçu une invitation à un banquet au château de Vauclair et qu'on n'avait plus jamais revu. Sophie ne croyait pas aux fantômes, mais elle croyait aux secrets. Et là où il y avait des secrets, il y avait des histoires qui ne demandaient qu'à être révélées. En descendant la rue principale du village, elle sentait des regards silencieux la suivre à chaque pas. En entrant dans la petite auberge du village, le réceptionniste interrompit son nettoyage du comptoir en apercevant son nom de famille sur la caisse. « Laurent ?» murmura-t-il, incapable de dissimuler son malaise. Sophie acquiesça. L'homme hésita avant de lui remettre la clé de la chambre, comme si ce simple geste pouvait déclencher l'inévitable. Cette nuit-là, la pluie redoubla. Le vent faisait vibrer les fenêtres, et au milieu du grondement lointain du tonnerre, Sophie ouvrit la vieille lettre. L'élégante écriture décrivait l'invitation. « Madame Laurent, votre présence est attendue avec impatience au grand banquet de Vauclair. » Une soirée de saveurs rares, de musique sublime et d'expériences inoubliables. La signature à la fin était illisible, comme si l'encre avait été délibérément bavée. Déterminée, Sophie décida de visiter le château le lendemain matin. À l'aube, elle partit seule, suivant la route sinueuse qui grimpait la colline. À chaque pas, l'air se refroidissait, les oiseaux disparurent, le silence devint absolu. La grille en fer était entr'ouverte. Ni chaîne, ni panneau d'interdiction. Juste un passage accueillant, comme s'il l'attendait. De l'autre côté de la porte, la cour intérieure était jonchée de feuilles mortes. Des statues de pierre, l'air las, certaines sans visage, observaient les lieux. L'immense porte principale du château était ornée de figures de coupes, de couteaux et d'animaux abattus, symboles de banquet, mais sculptés d'une manière troublante. Avant que Sophie ne puisse toucher la poignée de porte, la porte s'ouvrit d'elle-même en grinçant lentement. Un homme de grande taille apparut sur le seuil. Il portait un costume noir démodé comme un majordome d'un autre siècle. Ses yeux étaient trop clairs, presque argentés. « Madame Laurent, dit-il doucement, nous attendions votre arrivée. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'avait jamais annoncé sa visite. Personne ne devait savoir qu'elle était là. Malgré tout, il entra. L'intérieur du château était illuminé par des lustres dorés. Des tapisseries rouges représentaient des scènes de banquets somptueux, des hommes et des femmes trinquants, souriants, mais avec d'étranges détails. Certains visages étaient grattés, d'autres avaient les yeux vides. Et dans certains tableaux, les tables semblaient chargées de plats non identifiables. Le majordome conduisit Sophie le long de longs couloirs où le bruit des pas résonnait comme si quelqu'un marchait à leur côté. Dans une vaste pièce, une table immense était dressée pour des dizaines de convives, recouverte d'une nappe blanche impeccable, de couverts en argent et de verres en cristal. Mais personne n'était assis. « Ce soir, nous aurons un autre banquet »,
annonça le majordome. Des invités de marque arriveront, votre famille ayant toujours participé à nos traditions, votre présence est essentielle. Sophie déglutit difficilement. Quelle tradition? Demanda-t-il. L'homme sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. La tradition de ne jamais laisser partir un invité, sans lui offrir quelque chose en retour. Un bruit métallique résonna au loin, comme celui d'une lourde porte qui se referme. Sophie se retourna, mais le couloir qu'ils avaient emprunté lui parut plus long qu'avant, trop long. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle était entrée dans une histoire bien plus vaste qu'une simple enquête journalistique. Le château n'était pas seulement porteur de souvenirs, il recelait des promesses. Et maintenant, Sophie était l'une d'entre elles. Sophie s'efforçait de garder son calme en observant la salle de banquet. Le silence y était pesant, comme si l'air lui-même attendait un ordre. Le majordome lui tira une chaise pour qu'elle s'assoie, mais Sophie resta debout. « Je préférerais voir le château d'abord », dit-il fermement. L'homme inclina légèrement la tête, comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. « Bien sûr, Vauclair est fier de son histoire, venez avec moi. » Ils traversèrent des couloirs ornés de portraits anciens. Des aristocrates au sourire figé, des femmes drapées dans des robes somptueuses, des enfants tenant des coupes miniatures. Sophie remarqua quelque chose d'inquiétant. Dans tous les tableaux, les invités semblaient toujours avoir les mêmes visages, répétés à travers les siècles, avec de légères variations d'âge ou de vêtements. Comme si les mêmes personnes assistaient au banquet depuis des générations. « Qui sont-ils » demanda-t-il. « Invités de marque » répondit le majordome. « Des personnes qui ont trouvé à Vauclair un destin privilégié. » Le journaliste a tout enregistré mentalement. Chaque détail architectural, chaque symbole gravé dans les murs. Des couteaux, des gobelets, des croissants de lune et une figure récurrente, un cerf à la poitrine ouverte, offrant son propre cœur. Ils arrivèrent dans une bibliothèque circulaire. De vieux livres recouvraient les murs jusqu'au plafond. Au centre, une table en bois sombre supportait un grand livre ouvert. Les pages étaient jaunies, tachées d'une substance qui ressemblait à de la rouille. Sophie s'approcha. Le texte était en vieux français, mais quelques mots étaient lisibles. Nom, offrande, banquette éternelle. « Voici le registre des invités », expliqua le majordome. « Chaque nom inscrit ici est celui d'une personne ayant assisté à nos banquets. » Sophie parcourut la liste du bout des doigts jusqu'à ce qu'elle se fige. Laurent, Élodie, 1952. Le nom de sa grand-tante, la femme qui avait disparu. « Elle était là », murmura Sophie. « Oui », répondit le majordome d'un ton neutre, « et il restera avec nous. » Un léger bruit interrompit ce moment. Un bruissement de pas au-dessus d'elle. Puis un rire féminin, bref et lointain. Sophie leva les yeux au plafond, inquiète. « Le château n'est jamais vide », déclara le majordome. « Les hôtes qui y séjournent ne quittent jamais Vauclair. » Sophie prit une profonde inspiration. Son instinct lui disait de fuir, mais sa curiosité journalistique l'emporta. « Qui dirige cet endroit ?» demanda-t-il. L'homme sembla réfléchir un instant à la question. L'animateur apparaîtra au moment opportun. Il conduisit Sophie jusqu'à une fenêtre en hauteur. Dehors, la forêt s'étendait à perte de vue, enveloppée de brume. Mais lorsque Sophie tenta de retrouver le portail par lequel elle était entrée, elle ne le trouva pas. Il n'y avait plus que des arbres, comme si le chemin n'avait jamais existé. « Ne vous inquiétez pas », dit le majordome, « nos invités arrivent toujours, et ils restent toujours assez longtemps pour comprendre l'honneur qui leur est fait. » Sophie comprit alors que le château n'était pas qu'un lieu physique. Il y avait là quelque chose qui distordait l'espace, le temps et la mémoire, un monde replié sur lui-même. Avant qu'elle puisse poser d'autres questions, une porte latérale s'ouvrit. Une femme entra, vêtue d'une longue robe rouge, comme sortie d'un portrait. Son teint était pâle, ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. « Enfin, » dit la femme. « Le nouveau Laurent est arrivé. » Sophie sentit son sang se glacer. « Qui es-tu » La femme sourit en s'approchant lentement. « J'ai été invitée en 1926. J'ai accepté le banquet. Maintenant, je fais partie de la famille, tout comme votre tante, tout comme tous ceux qui ont eu l'honneur de s'asseoir à cette table. » Le majordome inclina respectueusement la tête devant elle.
Madame Renard, gardienne des invités, présenta-t-elle. Madame Renard effleura le menton de Sophie, l'examinant comme s'il s'agissait d'un joyau rare. Le sang de sa famille porte la marque de l'invitation. Vauclair rappelle toujours ceux qui font partie de son histoire. Sophie s'éloigna brusquement. « Je n'ai pas ma place ici. » Madame Renard rit doucement. « Pas encore. » Le son lointain d'une cloche résonna dans le château. Un son profond, vibrant, presque organique. « Le banquet de ce soir sera exceptionnel, » annonça Madame Renard. « De nouveaux invités arrivent, d'anciens reviennent, et vous prendrez place à table. » Sophie réalisa que tous les occupants du château parlaient comme si tout était déjà décidé, comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Et pour la première fois, elle ressentit une peur véritable, pas des fantômes, mais de gens qui avaient cessé d'être humains depuis longtemps. Sophie passa le reste de la journée à être guidée à travers le château comme une invitée de marque ou comme une prisonnière sous surveillance. Chaque pièce révélait un peu plus le caractère vibrant de Vauclair. Des planchers qui craquaient sous des pas invisibles, des rideaux qui bougeaient sans vent, des horloges toujours arrêtées, à 23h40. Au crépuscule, Madame Renard conduisit Sophie dans une chambre préparée spécialement pour elle. Luxueuse, la chambre était meublée d'un lit à baldaquin, d'un miroir ancien et d'un plateau de mets sur la table. L'arôme était délicieux, mais la viande servie avait une légère odeur métallique. « Vous devez manger, » dit Madame Renard. « Le festin demande de l'énergie. » Sophie décida de feindre l'obéissance. Lorsque le gardien partit, elle ferma la porte et commença à explorer la pièce. Dans le miroir, quelque chose attira son attention. Pendant une fraction de seconde, le reflet n'était pas le sien, mais celui d'une femme vêtue d'une vieille robe, les yeux vides et la bouche cousue. Sophie s'éloigna en poussant un soupir contenu. Déterminée à s'échapper, elle ouvrit la porte en silence. Le couloir était désert. Elle avançait à pas feutrés, mémorisant chaque virage, chaque escalier. Pourtant, plus elle avançait, plus le château semblait se transformer. Des couloirs autrefois rectilignes s'arrêtaient désormais contre des murs. Des escaliers descendaient vers des endroits qu'elle ne se souvenait pas avoir vus, jusqu'à ce qu'il entende des voix. Il se cacha derrière une colonne de pierre. À travers une fissure, il aperçut une pièce éclairée aux chandelles. Madame Renard, le majordome et d'autres personnages, hommes et femmes costumés à différentes époques, étaient réunis autour d'une table ronde. Au centre, le grand livre de comptes. « Le nouveau Laurent est arrivé, » dit le majordome. « Le sang de la lignée maintient le pacte en vigueur, » répondit une voix plus grave que Sophie ne reconnut pas. Des ténèbres émergea un homme de grande taille, aux cheveux gris et aux yeux d'un noir profond. Son visage n'apparaissait sur aucun portrait, mais sa présence était imposante. « L'hôte » murmura Madame Renard avec déférence. Sophie retint son souffle. L'hôte ouvrit le livre et passa ses doigts sur les noms qui y étaient inscrits. À l'époque de la construction du château, la famine ravageait ces terres, dit-il. Les fondateurs conclurent un pacte, un banquet éternel en échange de prospérité. Des invités furent conviés, des offrandes furent faites, et le château s'en nourrit encore aujourd'hui. « Et s'il n'y a pas de nouveaux clients ?» a demandé quelqu'un. L'hôte sourit. Le château choisit. Il l'a toujours fait. Les familles marquées reviennent. La lignée des Laurent nous doit encore 2 présences. Ce soir, une partie de cette dette sera payée. Sophie sentit son estomac se nouer. Elle n'était pas une simple visiteuse, elle était liée par un ancien accord. Il a marché par inadvertance sur une pierre instable. Le bruit a résonné. Tous les regards se sont tournés vers lui. Silence absolu. « Notre invitée est curieuse, » dit l'hôte en regardant directement l'endroit où Sophie se cachait. « Il n'est pas nécessaire d'espionner chez soi. » La journaliste courut. Elle traversa des couloirs sinueux, des portes surgissant de nulle part. Enfin, elle trouva un escalier menant au rez-de-chaussée. Elle aperçut la porte principale, mais lorsqu'elle l'atteignit, elle se transforma sous ses yeux en un mur infranchissable. Le château ne permettait aucune sortie. Essoufflée, Sophie entendit des pas derrière elle.
Le majordome apparut calmement. « Fuir ne fait que prolonger l'angoisse, dit-il. Le banquet va bientôt commencer. L'hôte souhaite que vous soyez présent. » Sophie comprit alors que sa meilleure arme ne serait pas la fuite, mais sa capacité à rompre le pacte, et pour cela, il lui faudrait survivre à la nuit. Sophie fut raccompagnée dans sa chambre, mais cette fois, le majordome ne ferma pas la porte à clé. Un détail délibéré ou une épreuve. Assise au bord du lit, elle tenta de rassembler ses idées. Elle avait besoin d'alliés. Même dans un lieu dominé par des êtres prisonniers du château, peut-être que certains aspiraient à la liberté. Peu après, on frappa doucement à la porte. Une jeune femme entra. Elle portait une robe bleue démodée, ses cheveux retenus par des épingles d'un autre temps. Ses yeux exprimaient la peur, chose rare en ce lieu. « Je m'appelle Camille, » dit-elle doucement. « J'ai été invitée en 1974. Je n'ai pas revu ma famille depuis. » Sophie se leva lentement. « Êtes-vous encore humain ?» Camille sourit tristement. « Je me souviens encore d'y avoir été. » C'est déjà plus que ce que la plupart des gens ici peuvent gérer. Elle expliqua que tous les invités n'avaient pas immédiatement accepté le pacte. Certains avaient résisté. On les avait maintenus en vie plus longtemps, jusqu'à ce que leur volonté soit brisée ou consumée par le château. « Il y a d'anciens passages, » murmura Camille, « des tunnels sous Vauclair. Ils ont été utilisés par les premiers clients qui ont tenté de s'échapper. La plupart se sont perdus, mais il y a une carte. » Camille ouvrit discrètement la manche de sa robe. Un morceau de papier jauni y était cousu, un dessin rudimentaire de couloir souterrain. « Si vous voulez survivre au festin, vous devez atteindre les tunnels avant minuit. Après cela, le pacte sera scellé. » Sophie rangea la carte. « Viens avec moi, » dit-il. Camille hésita. « Je ne peux pas. Je suis déjà fiché. Si je pars, ils le sentiront. Mais toi, tu n'es pas encore marqué. Il est encore temps. » Avant qu'il n'ait pu en dire plus, Madame Renard apparut sur le seuil. Son regard transperça Camille. « Retourne dans le hall, enfant, » ordonna-t-il. Camille partit sans dire un mot, mais jeta un dernier regard plein d'espoir à Sophie. Madame Renard s'approcha lentement. « Vauclair met ses invités à l'épreuve avant le banquet, dit-elle. Certains tentent de s'enfuir, d'autres essaient de négocier. Tous finissent par comprendre que la table est le reflet du destin. » Elle posa un collier ancien autour du cou de Sophie, un pendentif en forme de cerf, le cœur apparent. « Lorsque la cloche sonnera 11 fois, le banquet commencera. Ne soyez pas en retard. » Dès que Madame Renard fut partie, Sophie examina le plan. L'entrée du tunnel se trouvait dans l'ancienne cave, sous la cuisine principale. Il fallait agir vite. Il quitta la pièce et parcourut les couloirs qu'il connaissait par cœur. Il passa devant des chambres où des invités immobiles fixaient des murs vides. Certains murmuraient des mots insignifiants, d'autres souriaient en eux-mêmes. Le château les avait déjà envahis. Finalement, il trouva la cuisine. D'énormes marmites étaient suspendues au-dessus de fourneaux en pierre. Une odeur de viande crue flottait dans l'air. Sur le sol, une vieille porte en bois. Sophie ouvrit la porte. Un escalier de pierre descendait dans l'obscurité. Avant même qu'elle ait pu poser le pied sur la première marche, une voix résonna derrière elle. « Cette carte n'était pas pour vous. » Sophie se retourna. Camille était là, mais ses yeux brillaient maintenant comme ceux de Madame Renard. « J'ai essayé d'aider, » dit Camille d'une voix tremblante, « mais le château ne tolère pas la trahison. » La cloche sonna au loin. Premier contact, puis un autre. Le temps pressait. Sophie comprit qu'elle ne pouvait faire confiance à personne d'entièrement humain ou d'entièrement perdu. Le château corrompait tout, et à partir de ce moment-là, elle devrait choisir, risquer les tunnels ou affronter le banquet. La cloche continua de sonner. Troisième coup, quatrième. Chaque sonnerie faisait vibrer le château comme un cœur géant enfoui dans les pierres. Sophie recula lentement de la porte de la cave. Camille, toujours debout devant elle, tremblait comme en proie à un conflit intérieur. « N'y va pas », murmura Camille d'une voix tremblante. « Si tu y vas, ils ne cesseront jamais de te chercher. » Sophie comprit que Camille résistait encore, même si elle était soumise.
Il ne restait plus beaucoup de temps. Au lieu de descendre immédiatement, Sophie prit une décision risquée. Si elle voulait rompre le pacte, elle devait en comprendre les rouages, et cela impliquait d'affronter l'hôte. Elle retourna en courant dans les couloirs, ignorant les regards vides qui commençaient à se diriger vers le hall principal. Le château tout entier s'éveillait. En arrivant dans la grande salle, il constata que la table était désormais occupée. Des dizaines d'invités étaient assis, hommes et femmes de différentes époques. Certains étaient jeunes, d'autres avec la peau si fine qu'elle ressemblait à du vieux papier. Au centre de la table, un immense plat d'argent était recouvert d'un couvercle richement orné. L'hôte se tenait en bout de table. « Notre invitée était en retard », dit-il sans surprise, « mais elle est arrivée à temps pour l'essentiel. » Sophie s'approcha lentement, le cœur battant la chamade. « Vous avez conclu un pacte, » dit-elle, « un accord fondé sur le sacrifice. Mais les pactes peuvent être rompus. » Un murmure se répandit parmi les invités. L'hôte sourit. « Croyez-vous être le premier à y avoir pensé ?» Il fit un geste. Le majordome apporta le gros livre. Il l'ouvrit à une page marquée. « Regardez », dit l'animateur. Sophie s'approcha et se figea. Laurent, Sophie, data de Auge. Son nom était déjà inscrit. « Le château n'attend pas votre permission », déclara l'hôte. « Il choisit, et il vous a déjà choisi. » Sophie arracha la page du livre d'un geste brusque. La salle entière trembla. Les bougies s'éteignirent. Les invités poussèrent des cris à l'unisson comme unis par une même douleur. Madame Renard s'est précipitée en avant, furieuse. « Quelle sotte! Tu ne comprends pas ce que tu as fait !» Au centre de la table, le couvercle argenté se mit à bouger tout seul. Une douce odeur métallique se répandit. Quelque chose de vivant palpitait sous l'assiette. L'animateur leva la main, prenant le contrôle de la situation. « Intéressant, » dit-il, retrouvant son calme. « Vous avez du courage. Le château apprécie cela. » Il désigna l'assiette. « Regardez. » Sophie s'approcha, malgré son instinct de fuite. Le couvercle se souleva de lui-même. À l'intérieur, un cœur humain battait encore. Mais ce n'était pas n'importe quel cœur. Dans le tissu vivant, elle reconnut une petite tache de naissance identique à la sienne. Son cœur lui appartenait. Sophie tomba à la renverse, horrifiée. « Chaque invité apporte quelque chose, » dit l'hôte, « de la chair, des souvenirs, une identité. Vous portez l'empreinte de votre lignée, votre cœur appartient à Vauclair depuis votre naissance. » Madame Renard s'agenouilla devant le plat, avec révérence. Le banquet peut commencer. Sophie a alors compris la vérité. Elle n'était pas là sur invitation. Elle était là pour être le plat principal, et tout le château attendait son choix final. La pièce baignait dans une pénombre crépusculaire. Seul le cœur palpitant posé sur l'assiette illuminait l'espace d'une lueur rougeâtre, comme s'il émanait sa propre lumière. Chaque convive gardait les yeux rivés dessus, affamé non de nourriture, mais de dévotion. Sophie recula lentement, tentant de reprendre son souffle. Le collier en forme de cerf la brûlait contre sa peau, comme s'il reconnaissait son cœur à vif. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « C'est inévitable, » répondit l'hôte. « Votre famille a fait la première offrande. Depuis, chaque génération revient renouveler le pacte. Vous êtes le dernier héritier. » Sophie se souvint de la lettre de sa grand-tante, de l'élégante invitation, de la disparition inexpliquée. Ils avaient tous été dans cette pièce. Ils avaient tous vu ce même plat. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. L'hôte fit un léger geste. Une des invitées se leva. C'était une jeune femme, vêtue à la mode des années 1950. Sophie pâlit en la reconnaissant sur des photos de famille. « Tante Élodie » murmura-t-elle. La femme sourit d'un air absent. « Moi aussi j'ai dit non, dit Élodie. Le château a attendu, des jours, des mois, des années, jusqu'à ce que j'oublie qui j'étais. Finalement j'ai accepté. Tout le monde accepte. » Sophie comprit que ce n'était pas seulement la mort qui attendait les invités. C'était la dissolution complète de leur identité. Camille apparut parmi les personnes présentes. Ses yeux brillaient de larmes silencieuses. « Ne les laisse pas te voler ton nom, » dit-elle, luttant contre cette voix qui n'était plus la sienne. « Quand on oublie qui on est, c'est la fin. » Madame Renard frappa une fois dans ses mains.
Des domestiques apparurent, portant des plats couverts. L'odeur de viande grillée embauma la salle. Les invités se mirent à taper leurs couverts sur la table avec impatience. La cloche sonna pour la 11e fois. Il ne manquait plus qu'une touche. L'hôte s'approcha de Sophie. Sa voix était presque douce. « Acceptez votre place de bon gré et votre souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires. Refusez, et le château vous dépouillera de tout par la force. » Sophie regarda de nouveau son cœur qui battait. Elle sentait sa poitrine vibrer au même rythme. Chaque pulsation lui offrait des visions fugaces, des banquets antiques, des visages souriants, du sang sur des nappes blanches, des coupes remplies de vin sombre. Le château commençait déjà à s'immiscer dans son esprit. Elle devait agir avant que la dernière cloche ne sonne. D'un geste brusque, il arracha le collier de serre de son cou et le jeta contre l'assiette. Le pendentif lui frappa le cœur. Un cri collectif retentit. La salle entière trembla. Les cœurs s'arrêtèrent de battre. L'hôte recula, surpris pour la première fois. « Le pacte est rompu », murmura Madame Renard. Les invités se mirent à se tordre de douleur. Certains vieillirent sous les yeux de Sophie, d'autres se transformèrent lentement en poussière. Des fils sombres, semblables à de l'encre, dégoulinaient des murs. Camille tomba à genoux, reprenant momentanément conscience. « Tu as rompu le cycle », dit-elle, « mais maintenant le château exigera un nouveau prix. » La cloche sonna pour la 12e fois, et toutes les portes du château se fermèrent en même temps. Après la dernière sonnerie de la cloche, le château sombra dans un silence complet. Les bougies s'éteignirent une à une, ne laissant filtrer que le froid clair de lune à travers les hauts vitraux. Les invités avaient disparu. Là où gisaient les corps, il ne restait plus que des vêtements vides sur de vieilles chaises. Certains se désagrégeaient lentement en poussière. L'hôte et Madame Renard avaient eux aussi disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Sophie se tenait au milieu du hall, le souffle coupé. Pour la première fois depuis son arrivée, le château lui semblait mort. Camille s'approcha à pas hésitants. Son apparence avait changé. Sa peau avait retrouvé sa couleur, mais ses yeux ne brillaient plus d'un éclat surnaturel. « Je me souviens de tout », dit Camille, en se touchant le visage. « Ils sont partis, le pacte est rompu. » Sophie prit une profonde inspiration, tentant de saisir la gravité de son geste. Le cœur sur l'assiette n'était plus qu'un morceau de pierre sombre. Le collier de serre y était désormais fusionné. Mais le château n'autorisait toujours personne à partir. « Le pacte est rompu », dit Sophie, « mais Vauclair nous retient toujours prisonniers. » Camille acquiesça. Le château vit depuis des siècles, nourri par les souvenirs humains. Sans le pacte, il dépérit. Il tentera de nous consumer pour survivre. Un bruit résonna entre les murs, les pierres craquèrent. La poussière se souleva des plafonds. Le château tout entier sembla respirer pour la première fois. Sophie comprit que survivre exigeait désormais plus que du courage. Il fallait de l'intelligence. Le château avait besoin d'une dernière source d'énergie, un souvenir suffisamment puissant pour le remplacer. « Il veut savoir qui nous sommes », a dit Sophie, « mais peut-être pouvons-nous lui offrir quelque chose de différent. » Camille la regarda, perplexe. Sophie ferma les yeux et se souvint de la ville, des lumières de Paris, du bruit des voitures, de l'odeur du café du matin, des souvenirs vifs, réels, ni de mort, ni de rituel. « Si le château se nourrit de souvenirs, dit Sophie, donnons-lui des souvenirs qu'il ne peut supporter. Trop de vie pour un lieu bâti sur la mort. » Camille comprit. Se tenant la main, ils se mirent à parler à voix haute de tout ce dont ils se souvenaient de leur vie hors de là. Ils rirent, pleurèrent, racontèrent des histoires, des amours, des chansons, des rues, des odeurs, des saveurs. Le château réagit par de violents tremblements. Des tableaux se brisèrent, des tapisseries se déchirèrent d'elles-mêmes. Les murs commencèrent à se fissurer, laissant apparaître la lumière naturelle derrière les pierres. « Continuez !» cria Sophie. Camille a décrit la mère qu'elle n'avait plus jamais revue. Sophie a parlé de sa mère qui faisait du pain le dimanche. Des souvenirs simples, humains et chaleureux. Le château hurlait maintenant, un son profond, comme si la structure elle-même avait une voix.
Finalement, dans un fracas colossal, le plafond de la salle s'ouvrit. Le ciel nocturne apparut, étoilé et sans obstacle. Un passage est apparu là où il n'y avait pas de porte auparavant. Sophie et Camille coururent. Les couloirs s'effondrèrent derrière elles. Les escaliers s'écroulèrent, mais le passage demeura ouvert, comme si le château lui-même voulait les expulser avant de mourir. Ils franchirent le portail principal et tombèrent sur l'herbe humide de la colline. Derrière eux, le château de Vauclair s'effondrait lentement, tour après tour, dans un silence absolu. Au lever du soleil, le château avait disparu. Il ne restait que des ruines recouvertes de mousse. Camille pleura. Sophie resta silencieuse. Ils étaient libres, mais Sophie le savait. La liberté acquise a un prix. Et le château avait encore promis de percevoir les sommes dues. Le matin paraissait trop paisible après la nuit d'horreur. Sophie et Camille marchèrent en silence vers le village, couvertes de poussière et les pieds endoloris. Aucune des deux ne parla du château. C'était comme si elle craignait qu'en prononçant son nom, il ne revienne. Lorsqu'ils arrivèrent à la première maison du village, les habitants sortirent pour les observer. Les vieillards firent le signe de croix. Les enfants se cachèrent derrière leur mère. Un homme s'approcha lentement. « Le château » demanda-t-il. Sophie désigna simplement la colline du doigt. Là où Vauclair s'était tenu auparavant, il n'y avait plus que du brouillard et des pierres brisées. L'homme soupira profondément. « Alors c'est fini, dit-il. Le pacte de famine a enfin été honoré. » Sophie le fixa du regard. « Qu'en savez-vous » L'homme hésita, puis parla. « Mes grands-parents disaient que lorsque le château serait détruit, tout ce qu'ils retenaient prisonnier du monde ne trouverait plus d'abri. Les âmes libérées auraient besoin d'un nouveau foyer, ou bien elles chercheraient un nouveau corps. » Camille pâlit. « Vous voulez dire qu'ils pourraient revenir » L'homme hocha lentement la tête. Les lieux maudits ne disparaissent pas. Ils changent simplement d'adresse. Cette nuit-là, Sophie tenta de dormir à l'auberge où elle avait séjourné avant de gravir la colline. Mais des rêves troublants la hantaient. Elle revoyait l'aubergiste sourire dans l'obscurité. Elle revoyait Madame Renard coudre de nouvelles invitations. Elle revoyait le cœur de Pierre battre à nouveau. Il se réveilla en sueur. À côté d'eux, Camille regardait par la fenêtre. « Je ressens encore la présence du château, » dit Camille, comme si une partie de lui était encore en moi. Sophie porta la main à sa poitrine. Elle sentit un battement étrange, différent de d'habitude, comme un écho lointain. Elle a alors compris la vérité. Le château s'était physiquement effondré, mais le pacte n'avait pas été entièrement rompu. Il n'avait perdu que sa maison. Il me fallait maintenant un nouvel endroit où vivre. Et cet endroit pourrait très bien se trouver à l'intérieur d'eux. Sophie a pris une décision. « Allons à Paris », dit-il. Si le château veut survivre, il devra se cacher parmi des milliers de personnes, et je le trouverai avant qu'il ne se reconstruise. Camille était d'accord. Le plan final était en marche. Le banquet de Vauclair était terminé, mais l'entité derrière lui respirait encore, et Sophie n'était plus seulement une survivante, elle était chasseuse. Paris grouillait de vie, lumière, voitures, voix, musique, un contraste saisissant avec le silence mort de Vauclair. Mais pour Sophie, quelque chose clochait depuis son arrivée. Elle sentait la même présence, faible, diffuse, mais vivante. Elle et Camille ont suivi toutes les pistes possibles, des témoignages de cauchemars collectifs, des disparitions après des dîners fastueux, de mystérieuses invitations déposées sur les portes d'appartements de luxe, jusqu'à ce qu'il trouve le premier. Une enveloppe noire laissée sous la porte de sa chambre d'hôtel. « Tu as rompu le pacte. Désormais, tu porteras le château dans ta chair. » Signé, l'hôte. Cette nuit-là, Sophie fut réveillée par les cris de Camille. Se précipitant dans la chambre voisine, elle trouva son ami debout sur le lit, les yeux brillants comme auparavant. « Il est là !» dit Camille d'une voix déformée. « Il a besoin d'une nouvelle salle, il a besoin de nouveaux invités. » Sophie tenta de s'approcher, mais Camille fut projetée contre le mur par une force invisible. L'air devint lourd, chaud et empesta le vin métallique. La lumière s'est éteinte. À son retour, la pièce avait changé. Les murs étaient recouverts de tapisseries rouges. Une table dressée trônait au centre. Le château était en reconstruction.
Sophie courut vers Camille et lui prit le visage entre ses mains. « Battez-vous » cria-t-il. « Vous n'avez rien à faire avec eux. » Camille pleurait du sang léger. « Il utilise mes souvenirs pour créer de nouvelles pièces, de nouvelles invitations. Je suis le fondement. » Sophie se souvint alors du cœur de pierre, de la tache de naissance, du fait que le château avait toujours besoin d'un noyau. Et il comprit le dénouement final. Le véritable cœur du projet n'a jamais été le château. C'était le sang de la famille Laurent. Sophie regarda Camille, qui n'appartenait pas à la lignée royale, et comprit que le château ne se servait d'elle que comme d'un tremplin. Mais le trône royal attendait encore Sophie. L'hostie leur apparut, formée de fumée et de fragments de pierre. « Vous avez détruit ma maison, dit-il. Maintenant, ce sera ma maison. » La table s'étendit comme des racines, emprisonnant Sophie. Le cœur de pierre réapparut dans sa main, palpitant à nouveau. Camille rassembla ses dernières forces et cria « Tu m'as redonné la vie, utilise-la !» Sophie avait compris. Pour détruire définitivement le château, elle devait rompre les liens du sang, mettre fin à cette lignée marquée. Les larmes aux yeux, Sophie pressa le cœur de pierre contre sa propre poitrine. La douleur fut instantanée, mais elle fut accompagnée d'une explosion de lumière. L'hôte hurla, aspiré par le cœur. Les tapisseries brûlèrent, la table se réduisit en cendres. La pièce reprit son aspect normal. Quand la lumière s'est éteinte, Sophie était allongée par terre. Camille accourut vers elle. « Sophie !» La journaliste ouvrit lentement les yeux. Elle ne saignait pas de la poitrine. Son cœur de pierre avait disparu, mais quelque chose avait changé. La tache de naissance sur son corps avait disparu. Le lien était rompu. Le château n'existait plus, même pas gravé dans la pierre, même pas par le sang. Camille sourit à travers ses larmes. « Tu l'as achevé ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Et j'ai failli être emportée avec lui. » Ils s'étreignirent, tandis qu'à l'extérieur, la ville continuait de s'animer, insouciante de la fin d'une malédiction vieille de plusieurs siècles. Le banquet éternel était terminé. Le soleil matinal inondait la chambre de l'hôpital parisien. Sophie regardait la ville s'éveiller, ressentant encore l'écho lointain de ce qu'elle avait vécu. Les médecins avaient examiné son cœur, déconcerté par l'absence d'anomalies. Camille dormait dans le lit voisin, épuisée, mais vivante, pleinement vivante. Aucun des deux n'a parlé de ce qui s'était passé cette nuit-là. Comment expliquer qu'un château maudit ait tenté de renaître dans une chambre d'hôtel? Certaines histoires doivent rester secrètes pour que le monde puisse continuer à tourner sans crainte. Quelques jours plus tard, Sophie retourna seule au village où tout avait commencé. Elle gravit de nouveau la colline. Les ruines de Vauclair étaient recouvertes de fleurs sauvages. Des enfants jouaient parmi les pierres, ignorant que ce lieu avait été le théâtre de siècles d'horreur. Le vieil homme du village s'approcha. « Alors, c'est fini ?» demanda-t-il. Sophie acquiesça. « Il n'y a plus de pacte, plus d'invités, plus de banquets. » L'homme sourit, soulagé. La terre finira par prospérer sans prix caché. Sophie déposa la vieille lettre de sa grand-tante sur une pierre et y mit le feu. Les flammes consumèrent lentement le papier, ne laissant apparaître que la dernière trace de l'invitation. De retour à Paris, Sophie publia un rapport. Il n'y était question ni de monstres, ni de pacte, ni d'entité. Il y était question de familles qui disparaissaient sans explication, de lieux recelant d'anciens secrets et de la façon dont le passé pouvait engloutir le présent si on ne l'affrontait pas. L'histoire est devenue virale. Camille, désormais munie de nouveaux papiers et d'une identité reconstruite, commença une nouvelle vie. Elle travaillait dans une petite librairie. Elle apprit à vivre à une époque qui n'était pas la sienne. Chaque jour était une victoire. Sophie, quant à elle, conservait une boîte fermée à clé dans son appartement. À l'intérieur, un seul objet, une petite pierre sombre en forme de cœur. Inerte, froid, mais parfois très rarement. Elle jurait avoir ressenti une légère vibration, comme un rappel constant que certains mots ne disparaissent jamais complètement. Ils dorment, tout simplement, en attendant. Des années plus tard, dans un restaurant parisien élégant, un jeune serveur trouva une enveloppe noire posée sur une table. Intrigué, il l'ouvrit. À l'intérieur,
il n'y avait qu'une seule phrase écrite de façon lisible. L'hôte trouve toujours une nouvelle salle. Au dos de l'enveloppe, un logo en forme de cerf dont le cœur est exposé. Le serveur sourit, sans savoir pourquoi. Et cette même nuit, une nouvelle invitation fut déposée sous la porte d'une personne qui n'aurait jamais imaginé que son nom était déjà inscrit dans un livre ancien. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire du château de Vauclair, ou peut-être simplement une de ses versions, car les légendes de ce genre ne se limitent jamais au papier. Elles vivent dans l'imagination du lecteur, dans des frissons inattendus, dans des portes closes qui semblent grincer d'elles-mêmes la nuit. Nous voulons maintenant avoir votre avis. Si vous receviez une invitation élégante à un banquet dans un château isolé, accepteriez-vous? Dites-nous en commentaire ce que vous feriez. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les mystères et l'horreur. Et si vous souhaitez suivre de nouveaux récits ou d'anciens secrets persistent dans l'ombre, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. La prochaine invitation, il est peut-être en route.